Attention, émission à ne pas regarder la nuit. Vous vous trouvez dans une salle de cinéma française, un soir de fin de décembre de l'année 2014. Les plus grands fanatiques d'épouvante viennent de payer 12 € pour aller voir l'adaptation de leur saga littéraire préférée. Le film est réalisé par Sergueï Bodrov, est adapté des œuvres de Joseph Delaunay. Ah, le film va commencer. Je vous laisse donc en vous souhaitant la bienvenue dans ce second épisode des histoires mal racontées. Pour le bien-être de votre santé mentale, ainsi que pour des raisons évidentes de droit d'auteur, l'intégralité du film ne vous sera pas diffusée au cours de cette vidéo. Si cette non-action confère un vous un manqué remplaçable, nous invitons à trouver ce film par vos propres moyens sur des plateformes de téléchargement légales ou sur le rayon Fnac le plus proche. C'était un message du comité de soutien des victimes d'adaptation de saga littéraire génialissime dépouillé par des réalisateurs médiocres. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Mais bordel, c'est quoi ce film? Non, pas ça. Non, 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 non. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est quoi cette fucking histoire? Bon, remontons un petit peu dans les livres. Il se déroule à une époque médiévale. John Gregory, l'épouvanteur du comté ou chevalier combattant les forces obscures, vient d'enfermer Mère Malkin, l'une des sorcières les plus dangereuses qui soit. Une belle animation nous fait comprendre que le temps passe et la fosse se détériore. Puis, Malkin se libère. Mon pouvoir renaît grâce à la lune de sang. L'enfer s'éveille. Bon, voilà les 2 premières minutes du film qui ont le mérite de nous faire entrer de manière très habile dans le propos. Voyons maintenant un petit peu la suite. On continue dans une scène de présentation. Donc. William Bradley, l'apprenti de l'épouvanteur, cherche ce dernier dans la taverne du coin. John Gregory est alors dépeint comme un homme alcoolique qui bafoue son titre de chevalier et n'hésite pas à humilier d'honnêtes gens. Néanmoins, John répond à sa mission et sort tout son attirail de combattant de l'obscur pour s'occuper d'un cas de possession. Bon, avec une facilité déconcertante, John découvre que la pauvre petite est possédée par Mère Malkin. Je les aime jeunes. Rapidement, William et Maître Gregory parviennent à la maîtriser et, contre toute attente, elle réussit à s'emparer de l'apprenti et le tue. L'épouvanteur tente alors de la brûler vive, une des seules manières de tuer définitivement une sorcière, mais cette dernière parvient à s'échapper. Fin de ce que j'appellerais la séquence d'introduction. Non, plus sérieusement, le scénario est plutôt très bien produit, l'action est plutôt bien réalisée, tout comme les effets spéciaux. Il est à présent temps de vous présenter le héros de cette histoire. Tom Ward est un jeune fermier ayant hérité de quelques dons, comme celui d'avoir des visions. 7e fils d'un 7e fils, il est le candidat idéal au métier d'épouvanteur. Il remplacera alors l'ancien apprenti de John Gregory et suivra un enseignement théorique comme pratique sur la manière de neutraliser les créatures de l'obscur. Votre constance est réellement admirable, monsieur Ward. Tom rencontre un jour Alice, une jeune fille accusée d'être une sorcière. Il la sauve et la libère de l'emprise des villageois et lui permet ainsi de retrouver sa liberté. L'épouvanteur et Tom sont alors appelés à combattre une vraie créature de l'obscur proche de Mère Malkin. Non sans peine, ils parviennent à l'entraver, et devant l'incapacité de son apprenti à tuer la créature, Maître Gregory la brûle vive. Mais tu le deviendras! Je vous laisse un peu digérer. Grosso modo, on a appris que John Gregory n'a qu'une semaine afin de former un nouvel apprenti afin de lutter à ses côtés dans la bataille la plus dure de toute sa carrière d'épouvanteur. Mais oui. À part ça, tout va bien. Il nous faut donc un petit instant de niaiserie. Alice, la jeune fille que Tom a sauvée, vient se baigner la nuit dans l'étang proche de la maison de l'épouvanteur. Une fois sortie de l'eau, une sorte de lien se noue entre les 2 jeunes gens, qui finissent tout naturellement par coucher ensemble. Mais le travail d'épouvanteur contraint Tom à partir à Pendle, refuge des sorcières. En chemin, il croise une créature maléfique, le gobelin. S'ensuit une série de scènes hollywoodiennes. I believe I can fly.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Bref, Tom, ayant forcément survécu à sa chute vertigineuse, se fait attaquer par Lizzie l'osseuse, sorcière et accessoirement la mère d'Alice. Celui-ci parvient à parer l'épée de la sorcière en la stoppant avec ses doigts. L'explication en provenance du Québec. Vois-tu, une épée possède 3 côtés, le pommeau, le tranchant et la pointe. Le tranchant permet ainsi d'asséner des coups latéraux tandis que la pointe les coups d'estoc. Tom a ainsi fait une erreur en prenant l'épée comme ceci et a ainsi pu se trancher les mains comme vous pouvez le voir ci-contre. C'était l'explication en provenance du Québec. Ah bah oui, pardon. La sorcière touche quand même le médaillon de Tom, ayant appartenu à sa mère, ce qui lui permet soudainement de prendre l'avantage et de retourner la situation. On apprend alors que le médaillon confère une puissance supérieure à celui qui le porte et que la mère de Tom est en réalité une sorcière, qui avait auparavant volé le médaillon à Malkin. Nécessairement par un curieux hasard, Malkin mène une attaque dans le village où se trouve la mère de Tom, qu'elle tue, sans transition. N'importe quoi. Enfin, continuons. Alice retrouve Tom et, sous la pression de son entourage de sorcières et pour le protéger, lui vole le médaillon. En voulant rattraper cette dernière, l'épouvanteur se fait capturer et son apprenti chute une nouvelle fois. Non, pas cette musique, merci. L'épouvanteur se fait capturer et son apprenti chute une nouvelle fois. Toujours survivant, il voit sa mère apparaître en fantôme afin de lui redonner de l'espoir. Bon, je vous avoue qu'à partir de là, c'est parti en sucette. Littéralement. L'épouvanteur captif, Malkin use d'un sortilège d'attraction pour lui remémorer leur idylle passée. Alice profite de cette faiblesse pour voler une nouvelle fois le médaillon, mais cette fois-ci à Mère Malkin. Le charme est alors rompu et des combats s'engagent. Alice est sur le point d'être tuée quand elle se fait sauver par Tom et son énorme bâton de feu. Puis Malkin tue Lizzie l'osseuse. La trahison était un péché réservé aux humains. Avant de se faire tuer à son tour par le duo d'épouvanteurs, non sans avoir eu confirmation que John Gregory l'eût aimé jadis. Pour conclure ce film, s'ensuit une scène où Tom est promu chevalier et épouvanteur. Il fait alors ses adieux à Alice et John Gregory s'en va, léguant à son ancien apprenti sa maison ainsi que son métier. C'est ta demeure à présent. Fin. Voilà, à présent vous avez toutes les clés en main pour comprendre ce film. Maintenant, êtes-vous prêt à connaître la véritable histoire de l'apprenti épouvanteur ? Oh, vous savez quoi ? Je considère que c'est un devoir de rétablir cette vérité. Bon, par où je commence ? Une idée, Rita ? Should we start with the youngest? Lovely. Non, si je demande ça, c'est que le film est un véritable foutoir sans nom. La saga de l'épouvanteur est également appelée à l'origine The Wardstone Chronicles, traduisez les Chroniques de la Pierre des Wards. Le film s'inspire des 2 premiers tomes, bien qu'il reprenne de nombreuses scènes à travers les autres opus. Enfin, voici la véritable histoire de l'affrontement entre Tom Ward et Mère Malkin. L'histoire commence lorsque l'épouvanteur du comté, John Gregory, se rend à la ferme des Ward afin d'y chercher son prochain et dernier apprenti. Thomas James Ward est le 7e fils d'un 7e fils. Par conséquent, il possède le don de voir ce que les autres ne peuvent voir. Comme tous les apprentis de John Gregory, Tom est contraint de passer sa première nuit dans une maison hantée. Sa mission est de maintenir une chandelle allumée malgré la présence d'un fantôme et de descendre à la cave à minuit pile. Tom réussit cette épreuve à l'aide du briquet en amadou que son père lui a offert quelques heures auparavant. Arrivé à la maison de l'épouvanteur, à Chipenden, Tom découvre la routine qui l'attend lors de sa première année de son apprentissage. Il fait connaissance avec le gobelin domestique, protecteur de la maison, les créatures enfermées dans les fosses, et suit également les cours théoriques dispensés par son maître dans les jardins de la propriété. Toutes les semaines, il s'en va chercher les provisions du village. C'est lors d'une de ces expéditions qu'il rencontre Alice, une jeune fille aux souliers pointus d'à peu près son âge, voire un peu moins. Celle-ci l'aide à s'extirper d'un guet-apens et lui fait promettre de l'aider à son tour quand elle le sollicitera. Ce fut sa première erreur. Un jour, l'épouvanteur fut appelé pour régler un problème avec une sorcière à Pendle. Alice en profita pour formuler sa requête auprès de Tom.
Celui-ci devra donner un gâteau chaque soir dès minuit à Mère Malkin, une sorcière extrêmement dangereuse, entravée au fond d'une fosse dans le jardin de l'épouvanteur. Élevé de sorte à tenir ses promesses, Tom accepte. Le premier soir, il se rendit auprès de la fosse fermée de 13 barreaux et lança le gâteau. Dès cet instant, il commença à se poser des questions. De quoi étaient faits ces gâteaux? Quel risque courait-il à les distribuer? Après tout, ça ne pouvait faire de mal à personne. Enfermer une personne, même une sorcière, était cruel. Le deuxième soir, il réitéra. À peine eut-il lâché la sucrerie qu'il se rendit compte de son erreur. Les barreaux étaient tordus. Si un gâteau pouvait lui rendre autant de force, 2 seraient suffisants pour l'aider à s'échapper. Tom devait agir. Il négocia avec le gobelin le droit d'ouvrir la bibliothèque de l'épouvanteur et apprit tout ce qu'il put sur Mère Malkin. Le troisième soir, à minuit, il était trop tard. Malkin était partie. Comme Tom ne lui avait pas donné le dernier gâteau, elle restait néanmoins très faible. Il parvint donc à la rattraper près du lit d'une rivière. Les sorcières craignant les cours d'eau, cela facilita la poursuite. Armé du plus petit bâton de l'épouvanteur, Tom la frappa à la tempe. Elle tomba dans l'eau. Elle faillit ressortir en attrapant la botte de Tom, mais il frappa à nouveau et tua la sorcière. Il existe 2 manières de tuer une sorcière, la brûler vive ou manger son cœur cru. Vous l'aurez compris, Tom n'avait tué Malkin d'aucune de ces 2 manières. Une sorcière morte peut alors revenir dans le monde des vivants. Son esprit reste enfermé dans sa moelle osseuse. Elle finit un jour ou l'autre par s'échapper pour trouver du sang frais. Elle se tapisse alors sous un tas de feuilles en attendant qu'une victime passe tout près. Dans de rares cas, si la sorcière est très puissante, elle revient sous forme de verme, capable de se glisser dans les plus petits recoins et de prendre possession d'une personne. Pour autant, Tom n'avait pas fini son travail d'épouvanteur. Un petit garçon de 5 ans avait été enlevé. Il se trouvait chez Lizzie l'osseuse, la tante d'Alice, celle-là même qui avait manigancé le retour de Mère Malkin. Tom parvint à sauver l'enfant. Alice, oscillant une nouvelle fois entre la peur de sa famille et l'envie d'aider Tom, lui permit de prendre une courte longueur d'avance. Lizzie l'osseuse, suivi de Tusk, le fils de Mère Malkin et du diable lui-même, à l'allure d'un monstre velu et musculeux avec 2 grandes défenses, gagnait du terrain. Fort heureusement, Tom pénétra sur la propriété de Chip 'n Dale juste avant eux et fut défendu par le gobelin domestique. Lizzie et Tusk s'enfuirent, de peur d'être mis en pièces. L'épouvanteur revint alors de son expédition affaibli et la routine reprit, jusqu'au jour où Alice vint dire au revoir à Tom. Celle-ci prétendit partir avec sa tante pour Pendle, mais une nouvelle fois, sous l'influence de son entourage, elle trompa Tom. Ce dernier se fit enlever par la sorcière dans le but de se faire enfermer dans une fosse. Ce fut Alice, une nouvelle fois, toujours aussi contradictoire, qui l'aida à s'extirper de cette mauvaise passe. Ils s'enfuirent alors tous 2 en direction de la maison de l'épouvanteur. En chemin, ils finirent par croiser John Gregory qui tua Tusk d'un coup de bâton sur la tempe et entrava Lizzie l'osseuse à l'aide d'une chaîne d'argent. Quant au sort d'Alice, ce fut John Gregory qui le scella. Il allait l'envoyer à Stomine, un endroit près de la côte où vivait une tante de la jeune fille n'ayant rien à voir avec la sorcellerie. Tom l'emmènerait mais passerait d'abord par la ferme de son père où il pourrait parler avec sa mère que son maître tient en très haute estime. Une fois à la ferme, Tom aida aux travaux tandis qu'Alice s'occupa des tâches ménagères. Un soir, Tom surprit Alice en train de converser avec un miroir. Sur celui-ci était dessiné le visage de Mère Malkin. Tom brisa alors le miroir, annihilant dans le même geste l'enchantement lancé par la sorcière. Le lendemain, pensant que soit Alice, soit Ellie, la femme de son frère, était possédée par Mère Malkin, Tom voulut retourner à Chip 'n Dale, mais Alice vint le retenir. Elle le prévint que Mère Malkin était présente à la ferme sous la forme d'une verme et que le temps jouait en leur défaveur. La nuit tombée, elle cria. Groin, le charcutier venu abattre des cochons, était possédé par la sorcière et avait assommé Jack, le frère de Tom. La sorcière pétrifia Tom à l'aide d'un sortilège, et encore une fois, ce fut Alice qui retourna la situation en assénant un coup de pied dans le ventre du charcutier. L'enchantement se brisa et Tom profita de l'occasion pour jeter du sel et de la limaille de fer au visage de Groin. Le corps de ce dernier convulsa et la verme s'échappa. Tentant de s'enfuir, elle se faufila dans l'enclos des porcs affolés. Ainsi disparut Mère Malkin, le cœur dévoré cru par des cochons. Finalement, Alice fut bel et bien envoyée chez sa tante à Stomine tandis que Tom reprit ses premiers mois sur les 5 années d'apprentissage auprès de John Gregory. Voilà. Ça change, hein? Passons maintenant à une petite analyse. Comme on peut le constater, le film reprend de nombreuses parties des livres, mais dans un foutoir sans nom. Voyons un petit peu les incohérences de ce film. On connaît l'histoire principale maintenant, attardons-nous sur les détails un peu plus légers, notamment sur les personnages secondaires. Pour ce faire, je décrirai d'abord le personnage vu par le film avant de vous présenter la même personne dans les livres. Par exemple, si je vous dis Tom a une 20aine d'années quand il rejoint John Gregory. Ce dernier paye alors pour avoir un nouvel apprenti qu'il doit former en une semaine. Bien entendu, ce sera la durée de la formation au bout de laquelle Tom sera déjà promu épouvanteur du comté. Bon,
Faux, archi faux. En fait, Tom Ward, n'a que 13 ans lorsque ses parents le proposent en tant qu'apprenti épouvanteur à John Gregory. Ceux-ci vont alors payer quelques guinées d'avance au maître afin de laisser Tom poursuivre son apprentissage. Voilà, vous avez compris un peu le concept. Je vais vous dépeindre donc maintenant le portrait de John Gregory dans le film. C'est un ivrogne qui mange à sa faim, oui, ce détail aura son importance dans quelques secondes, et est avide d'argent. Alors pourquoi paye-t-il? Il est cruel, bien qu'il soit du bon côté de la balance, méchant gentil, et n'hésite pas à tuer les créatures de l'obscur sans aucun scrupule ni aucune réflexion. Voilà, si je dois vous citer un argument, c'est qu'il ne réfléchit jamais. On comprend dès les premières minutes qu'il a eu une idylle avec Mère Malkin. En revanche, dans la multitude de livres, et ce dès le premier, l'épouvanteur est décrit comme une personne calme et réfléchie. C'est d'ailleurs d'après lui un élément clé du métier d'épouvanteur, de même que de jeûner avant de combattre l'obscur. Alors imaginez-vous bien ce que l'alcool représente. John Gregory a bu une seule fois dans les livres une bouteille d'alcool d'une traite car il venait d'échapper à la mort d'un poil de couille. Altérer ses sens ne pourrait être une bonne chose pour le 7e fils d'un 7e fils. D'ailleurs, parlons de ce léger détail qui fait le titre du film. Le 7e fils. Les 7e fils d'un 7e fils sont dotés de quelques pouvoirs que les gens normaux n'ont pas. Ce sont des dons, des sensations développées. Par exemple, ils peuvent détecter des signes que l'on qualifierait, nous, de paranormaux. La présence d'un spectre, l'odeur de la mort approchante, etc. Si le choix du titre est bon, voire très bon, ce concept passe totalement à la trappe et on l'oublie aussi rapidement que la déception nous envahit, ce qui doit être proche de la vitesse de la lumière. Ou peut-être de celle du son, car les effets spéciaux sont sûrement le point fort du film et le seul point positif. Pour en finir avec John Gregory, s'il a aimé une sorcière, ce n'est certainement pas Mère Malkin, mais Meg Skelton, une sorcière lamia domestiquée. William Billy Bradley est un ancien apprenti de John Gregory, mort en essayant de capturer Mère Malkin. En vérité, si Billy est bien mort, tué par une créature de l'obscur, ce n'est pas Mère Malkin, mais un gobelin, un éventreur pour être exact, qui se nourrit du sang de ses victimes. William a fait une erreur dans sa précipitation alors qu'il combattait ce gobelin tout seul, son maître étant alité. Ah oui, à ce propos, les gobelins. Pour Sergei Bodrov, c'est ça. Non, monsieur. Un gobelin est certes une créature de terre, mais ils sont en fait invisibles. Seuls certains peuvent prendre une apparence charnelle, les plus puissants ainsi que les gobelins velus, comme par exemple le gobelin de Chipenden. Voilà d'ailleurs sans doute l'absent le plus regrettable du film. Le gobelin de Chipenden est un lance-caillou, un gobelin initialement hostile avec lequel John Gregory a réussi à négocier selon les termes suivants. Le gobelin s'occuperait des tâches ménagères en échange de la possession d'une partie des jardins de l'épouvanteur. C'est donc le meilleur allié de John Gregory lorsqu'il se retrouve dans sa demeure. Et il n'existe pas dans ce film. Celui qui existe, c'est lui. Tusk. Dans les films, il suit John Gregory partout qu'il aille et est en quelque sorte une brute lui servant de garde du corps, on peut dire ça. Bon, au cours du film, il disparaît lors de l'affrontement avec le gobelin et on ne le revoit que sur les dernières images aux côtés de Tom. Mais la réalité est tellement tout autre. Si vous avez suivi la véritable histoire, vous l'aurez compris, Tusk est le fils du malin et de Mère Malkin. C'est donc par définition une créature de l'obscur. Ayant la force d'un taureau, il écrase ses victimes et il en a fait plus d'une d'un tour de bras. Depuis la captivité de Malkin, il ne s'éloigne pas de Lizzie l'osseuse et est tué par John Gregory d'un coup de bâton à lame rétractable dans la tempe. Maintenant, parlons de Lizzie l'osseuse, The Bonny Lizzie. C'est une sorcière originaire de Pendle, mère d'Alice et dévouée à Mère Malkin. On semble comprendre que c'est elle qui a tenu les rênes du royaume de Malkin pendant la captivité de celle-ci. Par amour pour Alice, elle finit à la fin par se faire tuer par sa propre souveraine. Mais en fait, si Lizzie est bien la mère d'Alice, on ne le sait que très tard dans la saga. Elle n'est pas tout aussi sentimentale, réputée pour collectionner les os d'épouses de ses victimes, elle jouit d'une funeste réputation dans le comté. Elle est à l'origine du plan visant à libérer Mère Malkin et ne meurt pas tout de suite, elle se fait d'abord entraver par John Gregory qui la maintient au fond d'une fosse pendant de nombreux tomes. Voilà un bien joli nom, la Lune de sang. Mais qu'est-ce donc ? Si vous tapez Lune de sang sur Google, vous tomberez sur des prophéties bibliques, sur un élevage de boules terriers, mais aussi sur cette photo. Bon, c'est pas folichon, c'est bien la lune avec une couleur sang. Bien sûr, ça peut donner des idées pour Halloween. Grosso modo, on comprend que la lune de sang accroît le pouvoir de l'obscur, sans plus d'explications que ça. Dans les bouquins, on entend ce terme qu'au 4e tome. À cet instant, le malin a fait son retour sur Terre. Pendant 2 jours, il tente de déloger Tom, qui est enfermé dans sa chambre forteresse à la ferme des Ward. Il entoure alors la ferme dans une sorte de bulle impénétrable dans laquelle la réalité est totalement modifiée. Le temps est dilaté, la solitude est extrême au point d'en devenir fou, et plus aucun signe de vie n'existe. Le ciel est orangé, tout ressemble aux enfers, et la lune est de la couleur du sang.
Dans le film, la mère de Tom est une sorcière relativement puissante qui aurait dérobé le médaillon de Mère Malkin. Du nom de Zenobia, on n'en sait pas plus, à part qu'elle était réticente à envoyer Tom en apprentissage d'épouvanteur. Quoi ? Non. Mais bordel, non. Qu'on s'explique. La série possède de nombreux noms, et l'un d'entre eux est The Last Apprentice. Pour les non-anglophones, retournez au collège. Non, je rigole. Ça veut dire le dernier apprenti. Alors, je m'explique. Tom est destiné à devenir épouvanteur. Sa mère est totalement pour. Elle est d'accord, même plus. Il est venu au monde dans ce seul but. Si vous ne connaissez pas les livres et que vous souhaitez les lire, bouchez-vous tout de suite les oreilles. La mère de Tom, qui n'a pas de nom concret, est en réalité une sorcière. Elle possède donc des dons pour pressentir l'avenir par exemple, et dans la préparation des remèdes, et peut également interagir avec des créatures de l'obscur avec lesquelles même John Gregory ne peut rien. Une sorcière, oui, mais pas n'importe laquelle, c'est Lamia. La première, la mère de toutes les autres sorcières, Lamia. Originaire de Grèce, elle a vécu à l'apogée des dieux grecs. La mythologie est d'ailleurs un sujet extrêmement récurrent dans la saga. L'amour de John Gregory, Meg, était grec également. Dans le 4e tome, Tib, une créature de l'obscur ayant don de voyance, raconte à Tom. Autrefois, dans un lointain pays, celle-ci fut immortelle et usée de magie noire. Or, elle y renonça. En dépit de nombreux avertissements, elle se tourna vers le bien. Elle fut liée à un rocher et condamnée à être détruite par les rayons du soleil, symbole de cette lumière qu'elle désirait servir. Par malchance, un humain la sauva. Un temps, elle fut en grand tourment, ne sachant quelle partie choisir, oscillant entre la lumière et les ténèbres. Elle a choisi d'offrir sa jeunesse, la meilleure part de sa triste vie, à son sauveur. Elle s'est liée à un mortel, un simple mari, et lui a donné 7 fils. L'amour est une illusion bonne à aveugler les mortels pour qu'ils acceptent leur destin. Et maintenant, elle veut anéantir l'obscur. Elle t'a façonné pour que tu sois son arme. Ces quelques phrases, prononcées par une créature de l'obscur, résument parfaitement le passé de ces puissants personnages. Un des thèmes les plus récurrents dans la saga de l'épouvanteur, c'est sans doute la bataille entre le bien et le mal. Si au début de ses aventures, Tom est élevé par des principes totalement manichéens, ce n'est pas le cas pour tous les personnages. Et si vous me demandez quel personnage est le plus intéressant à exploiter, allez-y, demandez-moi. J'attends. Je vous répondrai sans l'ombre d'une hésitation, Alice Dean. Sérieusement, cette fille a une sorcière pour mère. Parce que oui, Lizzie l'osseuse n'est pas la tante d'Alice, je vais vous le répéter combien de fois, mais bien sa mère. Alice possède toutes les qualités d'une sorcière, mais n'arrive pas pour autant à décider si elle se trouve du côté du bien ou du mal. Et pourtant, elle a été soumise au regard des plus grands experts en matière d'obscur. John Gregory, le bien par excellence, qui a de nombreuses fois hésité quant au sort à réserver à la jeune fille. Là, fallait-il l'enfermer au fond d'une fosse, comme toutes les sorcières ? Cherchait-elle à faire le bien en toutes circonstances ? Après tout, un grand nombre d'événements survenus lors de l'apprentissage de Tom ont été entraînés par sa faute, et pas que des biens. Elle a libéré le fléau, elle a libéré Mère Malkin, et elle en a libéré plein d'autres, mais elle a toujours arrangé la situation. La mère de Tom, réputée pour pressentir les choses et cerner les gens, on a vu son portrait juste avant, n'a jamais pu, elle non plus, trancher quant au camp que choisira Alice. D'après elle, Alice n'est ni bonne ni mauvaise. Alice représente la complexité même. Elle n'aide ni la lumière ni l'obscur. Elle n'en fait qu'à sa tête et est aux antipodes de Tom dans de nombreux domaines. Si Tom est assurément un héros, Alice est son anti-héros par excellence. Tom est droit, honnête et possède un sens de l'honneur infaillible. Il ne bafoue aucune promesse, sauf si le sort du comté est en danger. Loyal et courageux, il a appris au cours de sa formation à asseoir une certaine autorité auprès de ses alliés. Dans le second tome, il s'entête par exemple à suivre son maître au plus profond des catacombes de Priston, sachant qu'il risquait de mourir en faisant cela. Il ne se soustrait jamais à ses principes, son âme est totalement pure, si bien qu'il a pu pénétrer dans la chambre forteresse contre l'obscur dans le 4e tome. Alice, elle, bien que droite, est bien plus ambiguë que son homologue masculin. Elle ment pour arriver à ses fins. Elle utilise la tromperie. Elle est facilement influençable par les forces de l'obscur, mais n'y succombe jamais réellement. Tout aussi courageuse que Tom, elle est prête à pervertir son esprit en usant de magie noire pour faire le bien.
Une fois par exemple, elle a sciemment utilisé un sortilège d'horrification pour faire fuir des soldats s'en prenant à Tom. Elle a donc fait une bonne action avec de mauvais moyens. Elle est souvent dirigée par John Gregory, qui n'hésite pas à s'en servir comme appât, comme lorsqu'il a fait descendre avec lui dans les catacombes de Preston pour attirer le fléau, un ancien dieu qui devait tous les tuer quelle que soit l'issue d'un combat. Mais malgré sa semi-perversion, elle est également parvenue à pénétrer dans la chambre forteresse de Tom, où seules des âmes pures peuvent pénétrer sans en payer un prix extrêmement fort. C'est donc, par là, la seule preuve de l'innocence d'Alice. Pour appuyer cette comparaison, et c'est peut-être le seul élément de la relation entre Tom et Alice à retenir du film, Tom appartient à Alice. Si cela sonne comme une amourette mielleuse, cela signifie bien plus en réalité. Exit la flamme bleue, très utile pour une représentation cinématographique, la marque apposée par Alice sur la main de Tom n'est qu'une simple, entre guillemets, griffure, apposée dès le premier tome. Tom appartient donc à Alice. Oui, je le répète pour que vous compreniez bien la nuance. Tom appartient à Alice, la réciproque est fausse. Alice n'appartient pas à Tom. Et pourtant, on n'en a pas l'impression. En effet, Alice est réellement amoureuse de Tom. Elle choisit de rester avec lui pour le soutenir dans toutes les situations. Il n'empêche que la marque d'Alice a sauvé la vie de Tom plus d'une fois. Dans le second épisode, lorsque Tom tue le fléau, gros spoil, il ne revient à lui que grâce à la pression qu'Alice soumet sur sa marque. Dans le tome 4, cette fois-ci, Tib, cette même créature de l'obscur, a fait une nouvelle prophétie à Tom. J'ai vu une fille qui sera bientôt femme. Celle qui partagera ta vie. Elle t'aimera, elle te trahira, puis elle mourra pour toi. Bien que son nom ne soit pas donné explicitement, tout porte à croire qu'il s'agit d'Alice Dean. Cela donne un côté extrêmement fataliste quant au destin d'Alice. Elle n'est et ne sera qu'hésitation pour le restant de ses jours. Pour finir avec Alice, dans le film, Malkin pressent que la jeune fille est issue de l'union entre une sorcière avec un humain. Elle est en réalité la fille d'une sorcière avec l'obscur féchère, plus communément appelé le diable ou le malin. Cela explique en grande partie sa proximité avec l'obscur. Donc je vous mets en garde, ne vous fiez jamais aux filles portant des souliers pointus. Comme je vous l'ai dit, la saga de l'épouvanteur est appelée les Chroniques de la pierre des Wards. Mise en contexte. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé. Même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui fut accompli il y a si longtemps. Mais on en garde la mémoire. On l'appelle la pierre des Wards. Ce texte est présent avant le premier chapitre de chaque livre. Il nous plonge dans l'ambiance si particulière créée par Joseph Delaney. Joseph Delaney vit en Angleterre dans le Lancashire. Il a 3 enfants et 7 petits-enfants. Sa maison est située sur le territoire des Gobelins. Dans son village, l'un d'eux, surnommé le Frappeur, est enterré sous l'escalier d'une maison près de l'église. Oui, ça aussi c'est écrit sur chaque livre. Donc comme quoi ce n'est pas compliqué d'être fidèle à un texte très bien écrit, non ? La saga de l'épouvanteur consiste en des histoires typiques, extrêmement personnelles. Chaque détail correspond à une histoire de l'auteur. Et la force de ces livres, justement, c'est qu'il y en a peu des détails. Je m'explique. Chaque livre présente en fait un carnet où le héros note toutes ses aventures. L'histoire est donc écrite par Tom Ward. Toutes les histoires sont écrites à la première personne, le lecteur vit les choses que Tom vit lui-même. Il n'en connaît ni plus ni moins. Tom écrit comme il parle. Il y a donc des répétitions d'informations au cours des livres, tout est très dynamique et rien n'est surchargé de détails afin de laisser le lecteur se focaliser sur l'action. Et oui, pas besoin de toutes ces cascades hollywoodiennes pour ressentir un peu d'action. Ce film, vous l'aurez compris, est une déception monumentale. Tout était là pour faire un chef-d'œuvre. Tout aurait pu être sujet à adaptation, excepté une seule chose. Le respect des personnages. Et par conséquent leurs affiliations. Regardez, voilà dans le livre l'organisation méchant-gentil. Et voici ce qu'elle devient dans le film. Alors, je veux bien que tout soit sujet à interprétation, mais de là à tout restructurer, ça devient une œuvre totalement différente. Sergei Bodrov aurait pu inventer, ou plutôt adapter, un passé à chacun. Ça aurait pas été si dramatique. Il l'a fait pour Malkin, et honnêtement, il réussit à créer un personnage presque fascinant. Si tout ce film n'était pas que vacuité. Donc ne vous fiez vraiment pas à ce film, car on peut dire que ce n'est pas le film de l'année. Et courez acheter les œuvres littéraires, qui est pour moi une des meilleures séries du genre écrites à ce jour.